Donc, bonjour et bienvenue à cette conférence qui va être la troisième de la journée. Alors, la règle du jeu, enfin, comment ça va se passer? Effectivement, l'ensemble va durer à peu près 50 minutes. Donc, d'abord, la planche du conférencier. À l'issue de celle-ci, si vous le souhaitez, et nous on le souhaite en tout cas, vous pourrez poser des questions. Une évidence, hein, mais je le dis quand même, éteignez vos portables, c'est très désagréable. Voilà, alors nous allons accueillir aujourd'hui Marc Drillon. Marc Drillon est quelqu'un qui était donc au CNRS. CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, plus spécifiquement à Strasbourg. Et pour vous faire peur, je vais vous donner quelques libellés de ces sujets de recherche. J'ai pris des notes. Hein. Vous allez voir, c'est passionnant. Hamiltonien d'interaction des systèmes orbitalement dégénérés, effet tunnel quantique dans un oxyde, matériaux labellaires hybrides organiques et inorganiques. Mais ne partez pas tout de suite, bien évidemment, il va s'adapter à son auditoire. Et il va nous parler aujourd'hui de tout ce qui est nanomonde. Alors, je ne vais pas commencer la conférence pour lui, mais un nanomètre, c'est tout ce qui concerne les choses, des aspects qui sont de l'ordre de la dimension du nanomètre. Un nanomètre, c'est quoi? Un millimètre, je pense que vous vous rappelez, c'est un millième de mètre. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Et un nanomètre, c'est encore la dimension en dessous, c'est un millième de micromètre. Autant dire un milliardième de mètre, c'est-à-dire, si on écrit avec des chiffres décimaux, 0,000, et le 1 apparaîtra en 9e position. Autant dire qu'il s'agit d'un monde extraordinaire que nous ne connaissons pas et qui est totalement nouveau. Et ce monde-là, dans le grand public, il y a beaucoup d'espoir en disant il y a des concrétisations effectives, mais il y a aussi un certain nombre d'inquiétudes qu'on entend, et je pense que c'est cela en particulier que va vous parler Marc Drillon, auquel je laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois que ça marche, non? Ça marche ou pas? Oui, vous m'entendez? Non. Il y a le... C'est peut-être ça qui ne marche pas, non? Oui? C'est bon là? Vous m'entendez? Oui, ok. Ok. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais essayer de vous faire un peu découvrir. Ce matin, nous avons eu un exposé, une conférence sur la chimie de Solvay. Nous avons eu une conférence sur le verre. Eh bien, moi, je vais essayer de vous faire voyager dans le nanomonde. Mais j'aimerais bien vous faire voyager, comme j'ai été enseignant aussi, en lycée et en collège. J'aimerais bien qu'un peu que ceux qui sont au fond, là-bas, se rapprochent, là. Il y a de la place, là. Hein? Il y a un peu de place par devant, là. Non, ils ne veulent pas bouger, là. Il fait plus chaud derrière. Hein? Bien. Ok. Je vais essayer de parler assez fort, en tout cas. Ici, il faut que je me mette... Oui. Est-ce que vous savez d'abord ce que veut dire nano? D'où ça vient? Très petit, oui, mais ça vient d'où? Nanomètre, oui, mais nanomètre, ça vient d'où? Nano, ça vient du grec. Ça vient du grec ancien et ça signifie nain. Voilà. C'est le nain, donc très petit. Hein. Ça vient de là. Alors, vous entendez très souvent parler de nanomatériaux, nanotechnologie, hein, nanosciences. Nanomatériaux, ben, ce sont des objets très petits, ça on en a déjà parlé, dont au moins une des dimensions est de l'ordre du nanomètre. Ça peut être assez large, dans 2 dimensions, du moment qu'il y a une épaisseur qui est faible,
on va parler de nanomatériaux. Nanotechnologie, ce sont tous les outils qui ont été développés par l'homme pour fabriquer ou caractériser, étudier les nanomatériaux. Okay, je prends ma télécommande. Alors, à quelle époque ça remonte? Alors, en réalité, c'est assez vieux, mais d'un point de vue scientifique, Richard Feynman, qui est un prix Nobel de physique, en 1950, enfin, disons que sa phrase date de 59. Son prix Nobel de physique, je ne sais plus exactement, un petit peu après, avait écrit « There is a plenty of rooms at the bottom », ce qui veut dire, il y a de la place tout en bas. C'est-à-dire qu'au niveau de l'infiniment petit, il y a beaucoup de choses à faire, en d'autres termes. Et il faut... Alors, pardon. Ça s'est développé donc assez rapidement, à partir des années 80. En réalité, il a fallu attendre plus de 20 ans après sa prédiction pour que ça démarre réellement. Et en 2000, déjà, le marché mondial sur les nanomatériaux, nanotechnologies, était de 40 milliards d'euros. En 2015, on en est à plus de 1000 milliards d'euros maintenant. Donc c'est un marché en très grande croissance. Et si vous regardez si on regarde un petit peu quels sont les domaines impactés, il y a les matériaux qui représentent 34%, l'électronique, attendez. Oh là là. L'électronique, une trentaine de pourcents, et la santé. La santé aussi est très impactée par les nanos, au bon sens du terme. Quand on dit impacté, vous savez, on parle souvent de nanomatériaux mauvais pour la santé. Oui, on pourrait y revenir. Mais il y a des outils qui sont développés dans la santé à partir de nanos, la catalyse, etc. Ça, ce sont les grands domaines. Alors, ici, je vous ai tracé les échelles. Ceci, c'est une échelle en nanomètres. Donc ici, 10 puissance 8, c'est typiquement la balle de tennis, c'est 10 cm. Hein. Ici, vous avez la taille d'une cellule cancéreuse, 10 puissance 4 nanomètres, une bactérie, un virus. Vous voyez, le glucose, qui est une molécule, c'est typiquement 1 nanomètre. Et ici, l'eau, aussi, encore plus petite, quelques dixièmes de nanomètres. Alors, d'où viennent ces propriétés dont on parle souvent, des nanomatériaux? Eh bien, si vous prenez des particules, de la poudre, ici une poudre micronique, et que vous divisez cette poudre pour obtenir ici une poudre nanométrique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui se passe, c'est que le rapport entre la surface des particules et le volume va varier, et il va augmenter considérablement. Donc on augmente fortement le rapport surface sur volume. Et en augmentant ce rapport, eh bien, on va modifier les propriétés des matériaux. Ici, vous avez par exemple, je vous ai marqué ici, un agrégat de nickel, une particule de nickel, comme ici, constitué de 150 atomes, ça fait 1,4 nanomètres de diamètre, et vous avez 63% des atomes qui sont à la surface. Or, les propriétés de surface sont différentes des propriétés de volume. Et ceci, on peut l'illustrer facilement. Ici, je vous ai représenté, il s'agit d'un sélénure, c'est un sélénure de cadmium qui a été étudié. Ce sont des petites particules ici qui sont dans un solvant. Et les particules ici font 5 nanomètres, vous voyez que c'est rouge. 4 nanomètres, ça devient jaune. 3 nanomètres, ça devient vert. Donc, suivant la taille des particules, la couleur va changer. Donc toutes les propriétés optiques vont être modifiées. Une des applications, eh bien, on les retrouve dans les vitraux des cathédrales. Ici, la cathédrale de Chartres. Eh bien, tout ce que vous voyez ici, tout ce qui est en rouge dans les vitraux, ce sont des petites particules d'or qui sont réparties dans le verre. Alors, on va me dire comment faisait-il des petites particules d'or? Ben, vous savez que pour faire des verres, on prend la base de la silice. Il suffit donc c'est du sable. Il suffisait d'utiliser du sable aurifère, c'est-à-dire du sable contenant un petit peu d'or. Lors de la préparation du verre, on chauffe à haute température la silice, et à ce moment-là, on forme des petites particules d'or
qui sont dispersés dans le verre, et ce sont ces rouges des cathédrales, des vitraux, qui sont issus de ces petites particules. Alors ça peut être des petites particules d'or, mais on obtient la même chose avec des particules de cuivre ou d'argent également. Autre exemple, ça marche. Autre exemple, c'est une fameuse coupe qui s'appelle la coupe de Lycurgus, qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez que suivant qu'on éclaire cette coupe par l'extérieur ou par l'intérieur, on met une lampe dedans, eh bien à ce moment-là, on a du fait de la lumière qui est à l'intérieur, on observe le verre est coloré en rouge, et encore une fois, c'est parce que dans ce verre, il y a des petites particules nanométriques d'or. Alors, en réalité, alors là, vous voyez, cette coupe, elle date du IVe siècle après Jésus-Christ. Est-ce que c'est les premières manifestations de l'utilisation de poudre nanométrique? Non. En réalité, les premières dates ont été faites en Inde, dans l'acier. Les Indiens étaient capables de faire un acier extrêmement résistant, qui a été ensuite utilisé dans vous savez, dans les armes de Damas, dans les sabres et ce qu'on appelle l'acier de Damas. Et ça a été utilisé plus tard, donc, et en particulier lors des croisades. Les croisés ont eu quelques problèmes avec les Arabes, avec ces fameuses épées de Damas, qui étaient extrêmement dures et résistantes, et qui contenaient donc aussi des petites particules. Alors, les propriétés mécaniques, eh bien, également vont changer en fonction de la taille. Ici, vous avez de l'or qui est macroscopique, la température de fusion. La température de fusion, elle est de 1064 degrés. Et lorsqu'on diminue la taille des particules d'or, bien, vous voyez que la température de fusion diminue. De même pour la dureté. Ici, vous avez du cuivre ici qui est microcristallin. Il s'agit de cuivre. La dureté, alors à l'étirement, disons qu'on a la courbe de dureté ici. Et lorsqu'on prend du cuivre nanocristallin, eh bien, les propriétés sont multipliées pratiquement par 2. Donc beaucoup. On a un matériau beaucoup plus dur. Il y a quelque chose dont vous avez entendu parler peut-être, c'est les nanotubes de carbone. Non ? On vous en a déjà parlé, des nanotubes de carbone. Le carbone, il existe sous 2 formes cristallines que vous connaissez bien, qui sont le graphite et le diamant. Le graphite et le diamant, c'est du carbone pur. Ok ? C'est pas tout à fait le même prix, hein, mais c'est du carbone. Ça, c'est à l'état macroscopique, classique. Depuis, on a découvert d'autres formes du carbone à l'échelle nano, et en particulier, il y a une forme du carbone à l'échelle nano, c'est du fullerène. C'est exactement un ballon de football. Vous voyez le ballon de football avec des faces hexagonales et des faces pentagonales? C'est un ballon de football. Il y a 60 atomes de carbone dans cette molécule de fullerène. Il y a le fullerène sous forme de feuillet, c'est le graphène, et puis il y a le carbone sous forme de nanotubes. Et là, on va peut-être lancer, il y a une petite vidéo ici, là. Voilà, c'est un feuillet de graphène. Donc, vous voyez, vous avez des atomes, c'est uniquement fait d'atomes de carbone. C'est un nanotube de carbone, donc c'est extrêmement petit, quelques nanomètres de diamètre, et ça peut être assez long, plusieurs microns, voire plus, de longueur. Alors, ces propriétés des nanotubes de carbone ou du fullerène, eh bien, ces propriétés, elles sont étudiées dans beaucoup de domaines. Les propriétés mécaniques, c'est 100 fois plus résistant que l'acier, les nanotubes de carbone. Okay, 100 fois plus résistant que l'acier. Donc, en faisant des composites entre ces nanotubes
Et puis un polymère, on peut créer des structures extrêmement légères et très résistantes. Évidemment dans l'aviation, dans l'aérospatiale, pour des gilets pare-balles, mais aussi des applications telles que raquettes de tennis, par exemple, des mâts de bateau, vous savez, qui demandent une grande résistance et une grande souplesse à la fois. Eh bien, utilisent de tels matériaux. C'est des propriétés électriques extrêmement intéressantes, une très haute conductivité électrique, donc c'est utilisé par exemple dans les cellules photovoltaïques, dans les piles à combustible, et des propriétés thermiques très intéressantes aussi. Ça, en particulier, ça peut être utilisé comme fluide calorifique ou comme échangeur de chaleur. Alors, les nanos, en réalité, quel domaine ça touche? Eh bien, ça touche à la fois à la physique, à la chimie et à la bio. Donc c'est un domaine qui est transverse à beaucoup de disciplines. Et donc je vais vous montrer quelques exemples. Alors, quand on veut, une des premières choses lorsqu'on veut manipuler, fabriquer des nanos, et vous en avez sur vous, si vous avez un téléphone portable, je suppose que tout le monde a un téléphone portable ici, eh bien, automatiquement, vous avez des nanos dans votre téléphone portable, à plusieurs niveaux. Bon, quand on veut fabriquer des nanos, et en particulier des nanomatériaux, mais pas seulement des nanomatériaux, développés par technologie, des couches minces, par exemple, ou autres, eh bien, on a plusieurs approches. Il y a une approche qu'on appelle une approche top-down. Donc, on part du gros et on va vers le petit. Okay, on va donc miniaturiser des dispositifs, des composants. En particulier, par exemple, c'est très utilisé en particulier pour l'électronique. Et puis, il y a les approches bottom-up. Au lieu de partir du gros, on va partir de l'atome. À partir des atomes, on va faire des molécules, puis des agrégats, etc. Okay, et donc, on va contrôler la taille des éléments ou des composants que l'on veut fabriquer. Alors, tout ceci, ça demande des moyens importants, et en particulier une salle blanche, dans bien des cas. Donc, salle blanche, et puis des outils aussi compliqués. Pour, par exemple, ici, vous voyez ce type de matériel, c'est pour faire de la croissance de couches qui vont être utilisées, par exemple, pour faire les mémoires de vos téléphones portables ou ordinateurs. Alors, quand on veut faire de tels, en microélectronique, par exemple, la plupart des composants maintenant font appel aux nanotechnologies, et pour ceci, on va faire croître des couches qui peuvent être de dimensions assez grandes d'un point de vue latéral, mais qui sont nanométriques en épaisseur. Et en utilisant des masques, on va faire comme ceci, on va pouvoir faire croître des dispositifs multicouches avec des propriétés, avec des composants qui vont directement être intégrés à la couche. Les résolutions qu'on obtient actuellement, les résolutions qu'on obtient quand on grave ces couches, eh bien, vous voyez qu'elles sont très petites, elles sont inférieures à 10 nanomètres actuellement. Elles étaient de l'ordre d'une centaine de nanomètres il y a une quinzaine d'années. Donc, c'est un domaine qui évolue encore fortement, qui est en pleine évolution. Et en particulier, c'est cette amélioration de la résolution dans les gravures, eh bien, ça va permettre d'augmenter considérablement le nombre de composants sur une puce électronique. Et ça suit ce qu'on appelle la loi de Moore. Ça veut dire la loi de Moore. Le nombre de transistors sur une puce est multiplié par 2 tous les 18 mois. Okay, donc, tous les 18 mois, en quelque sorte, c'est pour ceci d'ailleurs qu'on vous dit votre téléphone, au bout d'1 an et demi, 2 ans, il est obsolète, quoi. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce qu'on améliore considérablement les propriétés et les capacités du matériel en augmentant la capacité des mémoires et des puces qui vont être utilisées. Voilà ici sur un transistor, sur une puce, le nombre de transistors en fonction des années. Dans les années 70, on était à 2300 transistors.
En 2007, vous voyez, 1,5 milliard de transistors. En 2018, 30 milliards. Sur une puce. Sur une seule puce. Oui. Donc, ça est quelque chose qui évolue extrêmement rapidement. Et tous ces éléments, ils sont utilisés de manière courante dans votre ordinateur, smartphone, carte de crédit, télévision, électroménager, etc. En automobile, il y a beaucoup de composants qui font appel aussi au nano. Et puis il y a d'autres. Alors je vous parlais de l'automobile. Voilà un exemple en automobile. C'est l'airbag que possède maintenant obligatoirement tout véhicule. Et bien dans un airbag, il y a des capteurs d'accélération et de pression, miroir, un micromoteur, puis un circuit électronique associé. On fabrique une espèce de peigne, vous voyez, c'est comme un peigne ici. Et ce peigne, à l'accélération ou à la décélération, va se déplacer par rapport au substrat. Et en se déplaçant, il va faire varier la capacité électrique de l'ensemble. Et donc, à ce moment-là, en faisant varier la capacité électrique, ça va être connecté à un explosif qui va faire gonfler l'airbag de votre véhicule. Autre domaine, toujours en approche top-down, c'est-à-dire du gros vers le petit, les biopuces. Les biopuces qui sont utilisées donc dans la santé, les biopuces, elles ont permis par exemple l'identification des gènes, de 30 000 gènes de notre code génétique, et ceci est extrêmement important pour ensuite aller détecter d'éventuelles mutations génétiques qui pourraient exister et qui seraient liées, qui peuvent prédisposer, disons, à certaines maladies. Quelque chose qui est plus proche de vous, peut-être, enfin, certainement, c'est ce qui se passe dans un ordinateur, sur un disque dur d'ordinateur. Ici, je vous ai représenté l'évolution du stockage d'informations sur un disque dur d'ordinateur. Vous savez, avant, on ne les voit plus maintenant, mais il y avait ces fameuses disquettes qu'on avait, oui, et puis maintenant qui ont disparu, puisque maintenant on n'utilise plus que de la mémoire flash. Bon. Mais ce qu'il y a encore, par contre, sur votre disque d'ordinateur, il y a encore un stockage à l'aide. Enfin, il y avait encore, jusqu'à il y a peu, un stockage avec des matériaux magnétiques. Et ça, ce sont les distances entre les matériaux magnétiques. Chaque petite barre, sur chaque barre, on va stocker un bit d'information. Eh bien, en 85, on était à 0,05 gigabits par pouce carré. Et là, vous voyez, on est à 1000 gigabits, on est même plus que ça maintenant actuellement, 1000 gigabits par pouce carré. Donc c'est un domaine qui a évolué énormément, évidemment. Et je vous parlais du disque dur d'ordinateur. Eh bien, c'est un concentré de nanotechnologie. Il faut savoir, d'une part, vous avez un disque qui tourne à grande vitesse, sur lequel sont stockées les informations, mais pour ceci, il faut une tête de lecture, évidemment. Et la tête de lecture, elle est là au-dessus. Et cette tête de lecture, elle est au-dessus du disque, elle vole à 30 mètres par seconde au-dessus du disque, mais surtout, elle est à une distance du disque de 20 nanomètres, ce qui est extrêmement peu. Si on voulait comparer, compte tenu de la taille, ça reviendrait à considérer à faire voler un Boeing 747 à 20 cm au-dessus des flots. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de vagues, n'est-ce pas? Donc, en prenant simplement les rapports de poids entre la tête et le poids d'un Boeing 747. Alors, est-ce qu'on utilise ce type de matériaux maintenant, actuellement, dans votre téléphone portable? Non. Ceci a évolué. Sur les disques durs, oui, mais pas dans les téléphones portables. Ce qu'on utilise maintenant, ce sont des mémoires utilisant des rames, ce sont des rames magnétiques. C'est-à-dire, comment ça marche? Eh bien, ici, je vous ai représenté ici des couches. Ce sont des dispositifs qui font quelques nanomètres d'épaisseur. Ici, c'est une couche magnétique.
ici une autre couche magnétique, et qui sont séparées par une couche isolante. Alors vous imaginez des petits aimants. La couche de cobalt-fer, c'est un petit aimant, avec ce que j'ai représenté, la flèche, c'est la direction du moment magnétique, okay, comme pour un aimant. Et puis au-dessus, il y a une autre couche magnétique qui est un deuxième aimant, mais qu'on peut faire tourner facilement. Et puis entre les deux, eh bien, il y a du vide, enfin, c'est pas tout à fait du vide, c'est de l'alumine, mais l'alumine, c'est juste un espaceur, ce n'est pas du tout magnétique. Okay, alors, on essaye de faire passer à travers ce dispositif des électrons. On se dit, les électrons, ok, ils vont arriver ici, sur le cobalt-fer, très bien. Et puis l'alumine, comme c'est un isolant, ça ne va pas passer. Ça va bloquer l'électron. Ben non, pas tout à fait, parce qu'on est à l'échelle nano. Et si on me met, ici, voilà, non, c'est pas ça, non, le 2 là, voilà. Si vous avez un système comme ceci, vous imaginez ici deux collines. A et ici, celle-ci, plus haute. Ici, si on lance la balle, en mécanique classique, qu'est-ce qui se passe? Ben, la balle, elle ne peut pas franchir la deuxième colline. Ça, c'est classique, tout à fait normal. Par contre, en physique quantique, c'est-à-dire à l'échelle nano, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la balle, vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend et elle passe à travers la deuxième barrière. Elle passe à travers la deuxième barrière par ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et cet effet tunnel, ok, merci, on peut quitter. Voilà, cet effet tunnel, il est utilisé dans ces dispositifs, c'est-à-dire que les électrons, par effet tunnel, vont passer à travers cette couche d'alumine. Et si les deux aimants ici sont dans le même sens, eh bien ça va passer. Il y a une résistance très faible. Et si par contre les deux aimants ici sont en sens opposé, eh bien ça va bloquer. Et on a à ce moment-là l'équivalent d'une résistance très élevée. Alors ceci c'est à l'échelle nano, hein, en épaisseur c'est quelques nanos, et latéralement c'est typiquement inférieur au micron, quelques centaines de nanos actuellement. Si on met tous ces dispositifs sur une grille comme ceci, et si on envoie un courant sur les grilles, on est capable de retourner à ce moment-là. Vous savez, quand on envoie un courant, on crée un champ magnétique. Et en créant un champ magnétique, on peut retourner l'aimant. Et à ce moment-là, on va avoir un système bidimensionnel dans lequel ici on aura stocké 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc on est en binaire et on sait stocker de l'information comme ceci par effet tunnel. C'est exactement les dispositifs que vous avez dans votre smartphone actuellement. Alors l'évolution des données, ça c'est une courbe qui avait été faite par des courbes qui avaient été tracées par IBM à l'époque. Ici c'est le stockage d'informations pour un disque dur, utilisant et puis ici, vous voyez, il y a une rupture. Et cette rupture, c'est justement quand a été découvert la magnétorésistance tunnel, ce dont je viens de vous montrer. Donc il y a une modification de la pente, donc ça va encore plus vite. Et puis là encore. Et puis maintenant, où on en est, eh bien, voilà où on en est. Ça, c'est les courbes réelles jusqu'en 2018. Donc on voyait que c'était les changements de... Ici, c'est le changement de technologie. Et puis, on s'aperçoit que ça continue quand même à monter. Et on peut se dire, mais ça monte jusqu'à quand? Est-ce que l'on va continuer comme ceci à avoir la capacité de stockage qui croît indéfiniment ou pas? Alors, ce qu'on sait faire actuellement, c'est ce que j'estime actuellement être un peu la limite supérieure, c'est ceci. On utilise un microscope à effet tunnel, ça se fait en laboratoire ceci. Hein. C'est un microscope à effet tunnel qui consiste en un substrat. Ici, ce sont des atomes. On est au niveau atomique. Et puis ici, on a une pointe. Et idéalement, cette pointe, il faudrait qu'elle se termine par un atome. Donc c'est une pointe extrêmement fine. Okay,
Et puis, avec cette pointe, on va prendre les atomes qui sont ici, le tas d'atomes, et puis on va les déplacer, comme on veut. Et on va les déplacer, et IBM a, comme ceci, écrit en toutes lettres IBM, mais avec des atomes. Chaque point, c'est un atome de xénon. Donc vous voyez que la taille de cet objet est extrêmement petite. Extrêmement petite. Et si, en termes de capacité de stockage, je vous ai représenté les capacités, ça représenterait 1000 milliards de livres stockés sur une page, sur une seule page. Pour vous donner un ordre d'idée, la bibliothèque François Mitterrand contient 14 millions de livres. Vous voyez qu'on peut mettre quelques bibliothèques François Mitterrand. Oui. On doit pouvoir stocker largement sur une page toutes les bibliothèques qui existent au monde. Okay. Le problème, évidemment, c'est la rapidité de stockage. C'est un processus qui est extrêmement long et donc qui ne sera jamais utilisé pour stocker véritablement de l'information à grande échelle. On n'est pas prêt d'utiliser ce dispositif sur votre ticket de métro, en tout cas. Hein? Alors, les approches, maintenant, l'approche bottom-up. C'est-à-dire, maintenant, l'approche bottom-up, c'est le contraire. On va de l'atome et on grandit. On grossit. Eh bien, par chimie, on est capable de faire de l'ingénierie de molécules avec une architecture spécifique, contrôlée, et ainsi de construire des petits objets. Les applications, eh bien, elles sont par exemple au niveau médical. Ce qu'on sait faire, c'est cibler des cellules cancéreuses, pour ensuite les détruire. Ici, c'est une petite particule d'oxyde de fer, typiquement nanométrique, d'oxyde de fer, sur lesquels sont greffés des molécules qui sont et ici, autour, nous avons des récepteurs de l'acide folique qui est capable de reconnaître des cellules cancéreuses. Donc, l'objectif, c'est d'envoyer dans le sang de telles petites particules qui vont aller se greffer sur les cellules cancéreuses et ensuite, par hyperthermie, de chauffer les particules pour détruire les cellules. Autre application, c'est l'imagerie médicale. Vous savez, le chirurgien, avant d'opérer, il faut imager, voir un petit peu ce qui se passe. Et avec de telles molécules, avec des récepteurs adaptés, on est capable de faire donc de détecter un petit peu, de détecter les cellules cancéreuses en utilisant ici des luminophores organiques. Et puis des quantum dots, c'est-à-dire des nanoparticules semi-conductrices. Autre exemple, dans le domaine de la chimie et des matériaux, développer des biomatériaux. Ici, ce sont des microcapsules qui sont fabriquées à l'aide de polyélectrolytes. Et ces microcapsules sont creuses et elles peuvent contenir des médicaments, et ces médicaments vont être ensuite relargués dans le temps dans l'organisme. L'exemple de droite, c'est une prothèse trachéale qui est constituée de petites billes de titane qui ne sont pas nano, mais qui sont micrométriques. Donc ce sont des implants qui sont développés par approche bottom-up. Alors l'homme, le chimiste en particulier, s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans la nature pour développer des matériaux. Et en particulier, donc c'est une approche biomimétique, et en particulier de ces micro-organismes qui sont des diatomées. C'est des organismes unicellulaires qu'on trouve dans la nature, dans les eaux. Alors comment on s'en inspire? Ici, vous avez une photo de nénuphar. Lorsque vous regardez ce que donne la pluie
sur une feuille de nénuphar ou sur une feuille de lotus, fleur de lotus, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des billes d'eau qui ne mouillent pas la surface. Oui. Donc le chimiste s'est posé la question, quel est le phénomène pour que la surface ne soit pas mouillée? Eh bien, ça peut être obtenu tout simplement ici par, on peut peut-être allumer ça, en 3. Non. Voilà. Lorsque vous avez une surface qui est sale, oui, si vous faites couler de l'eau dessus, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'eau va laisser, ne va pas entraîner les particules de poussière qui sont sur la surface. Par contre, si vous avez une surface qui est nanostructurée, ici, vous avez une surface nanostructurée, à ce moment-là, la goutte d'eau qui va ruisseler sur la surface va entraîner automatiquement les particules. Eh bien, ceci est développé soit ici par méthode physique, en faisant des nanostructures comme ceci, de petits plots qui sont à des distances typiquement de 1 micron, mais aussi par méthode chimique. Ici, vous avez ce qu'on appelle la technique de l'Angevin blow jet, c'est former des films extrêmement fins, donc nanométriques, à la surface d'un liquide, et ensuite recueillir ces films sur une surface, et on a à ce moment-là une surface nanostructurée. Alors comment peut-on... cette expérience, vous pouvez la faire chez vous, en réalité. Vous prenez de l'eau, vous mettez de l'eau dans une casserole chez vous, vous mettez quelques grains de poivre sur l'eau, ils vont flotter. Prendre du poivre parce que c'est visuel, hein, tout simplement, c'est pas pour poivrer. Et puis vous mettez une goutte de produit vaisselle, mais juste une goutte, surtout pas beaucoup, hein. À peine une goutte de produit vaisselle sur la surface. Et vous allez voir aussitôt que les grains de poivre vont partir, ils vont se coller sur le bord. Pourquoi? Parce que vous avez fait une couche nanométrique sur la surface de l'eau et une couche de détergent, enfin de produit vaisselle, sur la surface de l'eau. Et l'épaisseur, alors c'est invisible évidemment, puisque ça fait quelques nanomètres d'épaisseur, et c'est exactement le même procédé qui est fait là, et on peut à la limite recueillir cette couche, et à l'aide de cette couche faire des systèmes comme ceci, des dispositifs multicouches qui sont représentés ici. Le chimiste, à l'échelle nano, il est également capable de partir, de faire ou fabriquer des petites particules de taille parfaitement contrôlée et de forme parfaitement contrôlée. Ici, vous avez des petites particules d'oxyde de fer. Vous voyez que toutes les particules pratiquement ont la même taille. Et en plus, vous voyez qu'elles s'ordonnent. Elles font un film sur une surface. Et la distance entre les petites particules, il y a une petite distance ici nanométrique entre les particules. Et c'est en réalité parce que chaque particule est encapsulée par des molécules organiques. Et donc c'est la distance que l'on peut mesurer entre les particules, c'est simplement la couche organique qui est entre ces particules. Et ici, vous avez des particules de 20 nanomètres, 11 nanomètres, 9, je vois que ça s'est déplacé là, 5 plutôt, 3, 5 et 2, 5. Donc on peut contrôler parfaitement la taille des particules comme ceci, à l'échelle nanométrique, et leur organisation sur une surface. Alors en utilisant ce procédé, et en faisant plusieurs couches, eh bien ici c'est fait avec de la silice pure, comme ceci. C'est une opale qui est représentée ici, une opale naturelle qui est représentée ici, avec des... Vous voyez, vous savez, les opales sont des pierres qui sont utilisées pour la bijouterie, des fois. Et en particulier, il y a ces opalescences qui apparaissent ici, et ces opalescences, elles sont dues à des défauts dans la pierre. Eh bien, ici, c'est une opale artificielle
qui était fabriqué de la même façon que ce que je vous ai montré tout à l'heure, et avec des empilements de couches. Et ici, vous voyez que c'est bleu et uniforme. Ça signifie tout simplement que les couches sont bien réparties sans défaut. Et dès qu'il y a des effets comme ceci optiques, ça signifie qu'il y a des défauts dans l'empilement. Je vous ai parlé d'organisation et de forme. La forme, elle peut être, on sait faire aussi des petites particules cubiques à l'échelle nano. Vous voyez, c'est des petits cubes carrément qui peuvent être organisés. Et on sait faire aussi des particules cœur-coquille. C'est-à-dire que le cœur de la particule est différent de la coquille. Tout ceci peut être contrôlé et fabriqué avec évidemment des répercussions importantes sur les propriétés. Alors quand on fait des particules, encore faut-il pouvoir les regarder. Vous allez me dire, comment fait-on pour faire tout ceci? Il faut pouvoir les regarder. Mais on fait ça avec un microscope électronique à très haute résolution qui va vous permettre d'avoir des images des particules nano à très petite taille, évidemment, mais aussi qui va nous permettre d'imager des nanos non seulement en 2D, en 2 dimensions, mais aussi en 3 dimensions. Ici, c'est une particule de mésoporeuse de silice qui a vous voyez, il y a des canaux dedans, dans ces matériaux, il y a des canaux. Typiquement, les tailles ici, c'est typiquement une centaine de nanomètres ou 200 nanomètres. Donc c'est très petit. Hein. Il y a des canaux dedans, et là, pour la catalyse, parce que c'est important en catalyse, ce type de matériaux, il avait été introduit dans ces matériaux des petites particules de palladium qui sont intéressantes pour la catalyse. Alors vous voyez peut-être ici ou là des petites particules à l'intérieur. Avec un microscope classique, une imagerie 2D classique, il n'était pas possible de dire si ces particules étaient dedans ou sur la surface. Par contre, en faisant ici de l'imagerie en 3 dimensions, eh bien, on voit bien que les petites particules de palladium, qui sont ici en bleu, hein, eh bien, elles sont bien dans la particule. Ce qui est représenté en rouge, ce sont des particules d'or qui servent juste à recalibrer les images, c'est-à-dire à remettre les images les unes sur les autres, puisque ce sont des coupes. Donc on utilise des petites particules d'or. Par contre, les particules de palladium, on les voit bien à l'intérieur. Et puis ici, c'est encore un autre type de matériau poreux. C'est une zéolite, aussi utilisée en catalyse. C'est une particule qui fait 200 nanomètres, qui est très poreuse. Là, on le voit bien, la porosité, on la voit. Et cette porosité, elle est utilisée pour aller introduire dedans des métaux de transition qui sont utilisés en catalyse. Voilà que la porosité d'un tel composé est de 50%. C'est-à-dire ceci est composé de 50% de vide. Okay, voilà, je fais le tour. Je voulais vous dire qu'en conclusion, les nanos, c'est d'abord avant tout des produits invisibles à l'œil, oui, extrêmement petits, mais qui sont utilisés en réalité dans tous les domaines pratiquement de votre quotidien. Ce sont des composants très petits, mais plus légers et plus performants que la plupart des composants classiques, et qui sont très utilisés en électronique, communication, santé. Ce sont des matériaux ultra résistants et souples à la fois. Je vous ai montré un exemple en aéronautique. Des matériaux innovants pour l'environnement. Alors l'environnement, je vous ai marqué économie d'énergie. Actuellement, les lampes, toutes les lampes que l'on utilise pour l'éclairage, je ne sais pas si vous le savez, consomment 20% de l'énergie électrique mondiale. 20% de l'énergie électrique est consommée par l'éclairage. C'est énorme. 20% par l'éclairage, 10%, et même maintenant plus, par le web, l'utilisation d'Internet. Okay, donc vous avez déjà 30% là qui part. Hein. Donc en remplaçant l'éclairage d'ampoules incandescentes par des LED, on peut passer de 20% de consommation à quelques pourcents, 2%, 3%.
C'est pour ça qu'on incite les personnes à passer au LED. Mais là, on est déjà dans les nano. Élimination des polluants, c'est utilisé aussi. Matériaux biodégradables, tout ceci fait appel à des aspects nano. Et donc un essor qui est extrêmement important, qui apparaît inéluctable, bien qu'il y ait, comme je l'ai marqué, quelques controverses, en particulier récemment, avec, je crois que c'est Que Choisir, qui a fait un article assez dur sur les aspects nano. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, Est-ce c'est que le moment. certains auraient des questions? Oui. Chut. Bonjour. Oh. Vous tenez 5 minutes encore. Attendez, il y a une question là. Hein? Oui. Donc j'avais juste une question à propos d'un exemple que vous avez donné sur les biomatériaux et notamment de la diatomée. Oui. Je sais qu'elle a une structure assez comparable à celle de tout ce qui est microprocesseur. Ouais. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est biomimétisme, ça, justement, c'est l'avenir de tous ces nanomatériaux? Parce qu'on sait que la nature fait beaucoup mieux que l'homme dans ce domaine-là, puisque leur structure est pratiquement parfaite. Ouais. Et surtout, elle le fait sans polluer. Et, Fait sans polluer, oui. Oui. et donc, ça serait peut-être une alternative pour éviter tous les problèmes qu'on a actuellement. Ben, disons que, alors, le chimiste de synthèse s'inspire beaucoup des matériaux existant dans la nature, en particulier des diatomées et autres matériaux de ce type. Actuellement, tout ce qui est microélectronique fait beaucoup appel, pour le moment, à des procédés top-down, comme je l'ai dit, donc c'est plutôt de la physique, okay, et de la nanotechnologie pour fabriquer ces composants. Maintenant, je pense qu'effectivement, dans le futur, la chimie va avoir une place importante à prendre dans ces domaines-là. Certainement. Alors maintenant, est-ce que les diatomées et autres vont inspirer le physicien, voire le chimiste, pour faire des composants? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Au niveau des matériaux biodégradables, c'est clair qu'on s'inspire beaucoup. Au niveau, comme je l'ai montré, des verres anti-salissure, etc., oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça va aller plus loin encore. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Je voulais juste tout simplement, est-ce que vous pouvez expliquer sur ce que vous avez exposé, le lien entre la taille des nanos et la couleur en fait? Et la couleur. Pas bien compris. Oui. Alors, je vous ai dit que d'une part, alors une chose que je vous ai dit, d'autre nom, c'est quand on diminue la taille d'une particule, une particule classique de poussière, de micrométrique. Lorsqu'on diminue la taille, on augmente le rapport surface sur volume. Ok? C'est-à-dire que plus on diminue la taille, plus la surface est importante. D'accord? Or, les propriétés de surface sont différentes des propriétés de volume. Parce que tout simplement, les atomes en surface n'ont pas le même environnement que les atomes dans le volume. Bon, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est quand on diminue la taille, on va changer la structure électronique des matériaux. C'est-à-dire que un matériau, lorsqu'il est macroscopique, on a d'un point de vue énergétique, c'est un continuum d'énergie. Lorsqu'on diminue la taille à l'état nanoscopique, ce n'est plus un continuum, ce sont des niveaux discrets d'énergie. Et donc ces niveaux discrets d'énergie vont modifier, cette structure électronique différente va modifier les propriétés optiques du matériau. Ok? Oui? Ah ben les lasers sont pleins sur ces... Oui, bien sûr, oui, oui, oui.
Oui, bien sûr. Le micro reste à disposition pour une question encore, parce qu'on est tenu par l'heure. Monsieur, Oui. vous avez dit que les biopuces, on s'en sert pour détecter les mutations génétiques, mais Oui. est-ce que ça a une autre utilisation aussi? Est-ce que Est-ce que ça a une autre utilisation? Par exemple, pour modifier le code génétique ou d'autres trucs comme ça? modifier le code génétique, je pense pas actuellement, mais enfin pas par ces procédés-là. Hein, oui. Mais bon, alors je suis pas un spécialiste de génétique, donc c'est une science en elle-même, la génétique. Mais modifier le code génétique, ça implique de la chimie, oui, de la biochimie, de la chimie, et donc c'est pas le même processus, quoi. Là c'est pour déterminer, ça a été on en est à plus de 30 000 gènes, je crois, de notre code génétique. On a utilisé les puces, mais les puces ne vont pas permettre de modifier le code génétique. Okay, modifier le code génétique, il faut faire de la chimie, modifier les séquences de base dans les ADN, dans l'ADN donc du corps humain, ce qui repose sur de la chimie. Vous savez comment sont faits les ADN? Est-ce que vous savez comment c'est une ADN? Voilà, c'est une hélice, et dans cette hélice, il y a différentes bases qui sont le long de l'hélice, et lorsque il y a ces bases peuvent être la séquence des bases peut être modifiée sur l'ADN, okay, mais ça implique de la chimie. Okay. Bien, je crois qu'on va malheureusement vous remercier parce que l'heure est venue. Oui. Bon appétit si le temps est venu. Commence à bien neiger là? Oui, un petit peu. Bon, on va manger, donc prends ton temps. D'accord. Moi, je vais peut-être aller me balader du coup un petit peu. Ça commence à glisser. Hein. Alors, je laisse toutes mes affaires. Oui, oui. Tu as mis tes affaires là? Ouais, j'ai mis là-bas. Ouais. Je vais le faire aussi ça. Ah non, les